Nous sommes très heureux de voir s'ouvrir une nouvelle collaboration entre la Fondation Martin Bonnemer et les prestigieuses rencontres de Coppet. Le thème de cette année 2022 va nous porter vers les auteurs de best-sellers oubliés du XVIIIe siècle. Ces auteurs qui ont connu une période de gloire avant, désormais, de perdre leur lectorat. Ont-ils totalement perdu leur lectorat? Toutefois, ce n'est pas certain. Et on retrouve au sein de la collection initiée par Martin Bonnemer un certain nombre d'entre eux qui ont marqué l'histoire littéraire, française notamment, mais également européenne. Parmi ceux-ci, j'ai voulu distinguer ce soir Alain-René Lesage, qui, entre 1707 et les années 1740, a été le grand auteur de la Régence et du Rococo. Il est à l'origine d'une œuvre dramaturgique très abondante, mais nous centrerons le propos ce soir sur ses trois principaux romans, Le Diable boiteux, paru en 1707, L'Histoire de Gil Blas, paru en 1714, et le roman de vieillesse, Le Bachelier de Salamanque, qui vit le jour en 1736. À travers des éditions originales piochées dans les collections de la Fondation Martin Bonnemer, mais également au sein de diverses collections privées, nous allons nous attacher à reconstituer la carrière de ce Breton qui était allé chercher la gloire et la réussite à Paris, qu'il y a réussi longtemps et qui, après une éclipse à la fin de sa carrière, va voir sa postérité ne pas se démentir pendant presque 2 siècles. Gil Blas, notamment, était quasiment dans tous les foyers français et européens lettrés de l'époque. Et puis est venu un peu le temps du désamour avec le XXe siècle. Désormais, Lesage est plus connu dans les milieux académiques ou bibliophiliques, mais nous espérons que la conférence de ce soir montrera ses talents et contribuera à le faire relire. Alors, en préambule à mon intervention, je souhaitais tout d'abord remercier pour leur invitation à participer à cette nouvelle session des rencontres de Coppet les initiatrices et animatrices de ces prestigieuses rencontres. J'avoue que je les qualifierais assez volontiers de bonnes fées des rencontres de Coppet. J'ai nommé Anne Wendel, la précédente présidente, Lon Le Floch Andersen qui lui a succédé avec brio, et mon amie de vieille date, Simona Sala. C'est un grand plaisir que de continuer cette collaboration entre la Fondation Martin Bonnemer et les rencontres de Coppet pour poursuivre avec un cru 2022 qui s'annonce haut en couleur à la recherche des auteurs oubliés de best-sellers du XVIIIe. Alors la gloire et la postérité, on le sait, sont des filles ingrates. Après avoir donné leur faveur, elles peuvent les reprendre sans grand préavis. Et le constat est peut-être encore plus flagrant dans les matières jugettes à la mode et à l'évolution des goûts du public et du lectorat. Aussi, l'histoire littéraire est-elle véritablement jonchée de noms jadis célèbres et aujourd'hui tombés, ou presque, dans l'oubli. Dès la Renaissance, à vrai dire, il s'est trouvé quelques illuminés pour partir à la recherche de ces auteurs du temps jadis, passés de mode, et tenter de contribuer à leur résurrection avec plus ou moins de succès, avouons-le. Alors je profite de cette introduction pour rendre hommage à tous ces chercheurs et bibliographes de jadis et d'aujourd'hui, des gens qui s'acharnent à faire revivre des écrivains rangés dans ce qu'on appelle pudiquement le second rayon, et qui ont connu, souvent de manière injuste, l'éclipse après une période plus ou moins prolongée de passage au soleil. Alors, travaillant moi-même sur les poètes mineurs de la seconde moitié du XVIe siècle, j'avoue que je comprends ô combien ce sentiment que partageait déjà le grand Théophile Gautier, qui nous a laissé cette page savoureuse dans son recueil Les Grotesques, sur un obscur rimeur de la fin XVIe. Alors, ça n'a pas de rapport direct avec Lesage, mais puisque nous en sommes à parler justement de cette belle thématique des oubliés, je vous lis un instant de Théophile Gautier pour mieux replacer le travail des bibliographes de jadis et d'aujourd'hui. Amis lecteurs, avez-vous jamais ouï parler de M. Scalion de Vierbluneau, sieur d'Ophèle? Je parierais mes 2 oreilles contre une bouteille de vin de Xérès authentique que vous ne vous doutiez même pas de son existence. C'est un bonheur qui n'est pas donné à tout le monde de connaître M. Scalion de Vierbluneau. Eh bien, ce bonheur, moi qui vous parle, je l'ai, et j'en suis fier. Scalion de Vierbluneau est à moi, c'est mon bien, c'est ma propriété, c'est ma chose, mon Amérique découverte. J'y plante le piquet, j'en prends possession, solennellement et aux yeux de tous. C'est mon mort. Je le couvre des yeux comme le bon curé de La Fontaine. Que personne n'y touche, ou je crie « Au voleur, au voleur !» Moi,
hyène littéraire, qui m'en va déterrer des cadavres de poètes, je l'ai flairé et deviné à l'odeur putride qu'il exhalait sous une triple couche de bouquins insignifiants. J'ai tant gratté, tant travaillé avec mes pattes de devant et de derrière que je suis parvenu à le déblayer. Ce n'était certes pas une petite opération. Il était tellement enfoui entre un tableau de l'amour conjugal du docteur Venette et une Malvina de Madame Cotin qu'à peine lui voyait-on le bout du nez. Pauvre Scalion, tu as bien manqué de rester à tout jamais dans la poudreuse obscurité où tu croupissais chez un ignoble bouquiniste. Par un accident très rare, j'avais ce jour-là de l'argent sur moi. Et moyennant 20 sous, donné au gardien de cette nécropolis littéraire, j'ai emporté mon Scalion dans ma bibliothèque, tout triomphant, tout glorieux, tout grondant, tout hérissé. Vraiment, c'est qu'il est rare de rencontrer un auteur imprimé aussi profondément inconnu que Scalion de Vierbluno. Alors notre héros de ce soir, Alain René Le Sage, entre-t-il dans cette catégorie des complets oubliés? Certes non, pas encore, du moins, tant sa gloire fut grande pendant près de 2 siècles. Admettons néanmoins que ce nom ne provoque sans doute pas de reconnaissance immédiate dans le grand public, en dehors de branches académiques 18e, de cercles bibliophiliques ou de quelques lecteurs curieux. Et en dehors de ces oiseaux rares, à l'échelle d'une ville comme Paris, les plus informés sur Le Sage sont encore un doute, et à juste raison, les habitants de la courte rue du même nom, dans le 20e arrondissement de la capitale française, mais à voir l'état de la plaque officielle de la rue, pas sûr d'ailleurs que cela les édifie profondément. Pourtant, Le Sage fut l'un des auteurs les plus lus du siècle des Lumières. Ses œuvres, et notamment ses romans qui vont principalement nous préoccuper ce soir, ont connu des succès énormes à leur parution qui vont être suivis de pléthore de rééditions et de traductions, non seulement en France, mais à travers toute l'Europe jusqu'au milieu du XIXe siècle. Au sein d'une œuvre pléthorique, nous allons donc nous concentrer sur la partie romanesque, sans aucun doute celle qui a préservé le plus longtemps un lectorat nombreux et fidèle, et grâce à des éditions sorties à la fois des rayons de la Fondation Bonne-Mère, mais également de collections privées, nous allons essayer de découvrir le contenu de ces romans frappés du sceau espagnol, et nous examinerons la carrière éditoriale et les manifestations du succès de Le Sage pendant près de 2 siècles. Mais commençons par le commencement et examinons un peu la vie et la carrière d'un auteur à succès sous la Régence, ce que j'ai appelé la carrière d'un breton éclectique. Alors, figurez-vous que Le Sage, Alain René de son prénom, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est un breton. Il a vu le jour dans la paroisse de Sarzeau, qui se situe en Morbihan, sur le bord de mer, le 8 mai 1668, 7 ans après la mort de Mazarin, et le début du règne personnel de Louis XIV. Donc nous sommes vraiment dans un auteur qui a vécu sa jeunesse sous le règne de Louis XIV au XVIIe. Son père, Claude Le Sage, exerçait comme notaire royal et greffier de la cour royale de Ruy, ce qui assura à son fils unique une bonne éducation qu'il a poursuivie par la suite au collège jésuite de Vannes, où il a été envoyé à l'âge de 14 ans, après avoir perdu son père, et il était déjà orphelin de mère depuis ses 9 ans. Alors, manque de chance pour le jeune garçon, son oncle et tuteur va accaparer l'héritage familial, le disperser, et Le Sage va devoir trouver une position pour vivre et occuper pendant plusieurs années une place au sein de la ferme générale, autrement dit le fisc royal. Il va quitter sa ville et sa province d'origine, dont vous avez ici une vue, ainsi que la maison natale de Le Sage, qui d'ailleurs est toujours visitable dans la petite ville de Sarzeau. Et donc il quitte la Bretagne pour s'installer à Paris, où il va mener des études de droit, suivant ainsi les traces paternelles. Il va se marier en 1694 à une jeune fille de la bonne bourgeoisie parisienne. Et son projet était alors d'occuper une place au barreau en tant qu'avocat. Mais la profession qu'il avait décidé d'emprunter ne nourrissait pas sa famille et il va se lancer dans la carrière des lettres, autant par goût finalement que par nécessité, notamment sur les conseils de son ami,
le poète Antoine Danchet, qui était destiné à l'Académie française. Alors autant l'avouer, les débuts de Lesage, comme plumitif, furent laborieux. Sa première œuvre, une traduction française des Lettres galantes d'Aristénète, un écrivain grec de l'Antiquité tardive, vit le jour en 1695, mais en dépit du sujet qui était quelque peu galant, l'entreprise se solda par un total échec commercial. Ce n'est pourtant pas que le jeune auteur débutant ait manqué de talent ou de reconnaissance dans les cercles lettrés. Et ils sont nombreux les grands seigneurs qui, à cette fin du XVIIe siècle, ont tenté de s'attacher les services du jeune breton. Alors, c'est par exemple le maréchal-duc de Villars, un grand mécène, qui va tenter de l'engager dans sa suite, et Lesage, qui voudra toute sa vie garder une sérieuse indépendance, va faire fin de non-recevoir et va conserver son indépendance au prix de l'aisance financière. Il a été moins regardant toutefois à l'égard de l'abbé Jules-Paul de Lionne, mort en 1721, qui était le fils d'un ministre fameux de Louis XIV. Lionne avait occupé un temps les fonctions d'aumônier du roi, et en dépit d'un titre modeste d'abbé, il faut dire que sa vie quelque peu licencieuse lui avait interdit d'espérer l'accès à un quelconque épiscopat, et bien en dépit de ce titre modeste, il dispose d'une fortune véritable en prébendes et autres revenus ecclésiastiques qui, figurez-vous, lui permettait en 1710 d'avoir un revenu annuel énorme de 115 000 livres tournois. Il pouvait donc, de sa poche, payer des pensions comme un grand seigneur, et il a accordé sa protection à son ami Lesage avec une pension de 600 livres bienvenue qui permettait de faire bouillir la marmite pendant des années. Ce n'est d'ailleurs pas la seule chose que Lionne apporta à Lesage, écrivain débutant, puisque Lesage va gagner au contact de l'abbé le goût de la littérature espagnole qui devait conditionner, on va le voir, toute sa carrière littéraire. Alors il faut bien voir que là nous sommes au début du XVIIIe siècle, nous avons affaire à un écrivain certes débutant, mais qui a quand même la quarantaine, vous l'aurez noté. Donc on peut dire que le succès va venir, certes, mais qu'il va mettre le temps. Ces premières années du XVIIIe vont voir Lesage se lancer à corps perdu dans des traductions, adaptations de grands standards du théâtre espagnol. C'est ce qu'on appelait les belles infidèles. Autrement dit, effectivement, la reprise d'un texte original, sa transposition dans une langue à une autre, mais également au passage de larges phases de réécriture sans grand respect du modèle original pour faire coller des pièces datant parfois de plusieurs décennies aux standards et du goût actuel. Donc ces belles infidèles étaient d'une telle liberté qu'on pouvait carrément parler de réécriture originale. Ces deux premiers essais furent les pièces Le Traître puni de Francisco de Rojas et Don Félix de Mendoz de Lope de Vega, donc deux grands noms du théâtre du siècle d'or espagnol, qui furent publiés anonymement sous le titre général de Théâtre espagnol en 1700. Vous avez la page de titre de ce recueil à l'écran. Mais là encore, le succès espéré ne vint pas. Les acteurs de la Comédie Française, qui avaient été démarchés pour représenter ces deux pièces, refusèrent carrément de les interpréter. Et ce n'est qu'en février 1702 qu'une nouvelle traduction de Roras, tirée de Roras, Le Point d'honneur, fut enfin acceptée et produite sur les planches. C'était l'entrée par la petite porte de Lesage vis-à-vis du public. Encore le croyait-il, parce que si les comédiens ont accepté la pièce, cette fois-ci c'est le public qui ne va pas venir, cela va être un four complet, puisque cette pièce était jugée déjà ancienne et mal vieillie. Et les insuccès vont continuer. Flop total d'une traduction, je cite, des nouvelles aventures de l'admirable Don Quichotte d'Alonso Fernández de Avellaneda en 1704, et chute rapide d'une pièce traduite de Calderón, Don César Ursín, donnée au Théâtre français en mars 1707. Alors,
là, nous sommes face à un auteur qui a 46 ans, qui a accumulé les nanars, si vous me passez l'expression, et vous allez me dire, votre auteur à succès, il a des débuts décidément bien laborieux. Et vous pourrez aussi me demander cet acharnement de Lesage, un breton, à piocher dans la matière littéraire espagnole. Mais en fait, Lesage se conforme tout simplement au goût d'une époque qui va connaître environ 3 décennies de faste, le goût espagnol. Une des raisons en est bien simple. L'Espagne, depuis les dernières années du XVIIe siècle, est l'objet de bien des regards et de bien des intérêts en France, car le dernier représentant de la famille des Habsbourg d'Espagne, le roi Charles II, pouvait être finalement profondément malade, dégénéré pourrait-on dire, et sans successeur, avait finalement choisi un successeur, un prince de France, qui devait un jour prendre sa place sur le trône d'Espagne. Et c'est ainsi que, selon les termes de l'ultime testament de Charles II, daté du 2 octobre 1700, le petit-fils de Louis XIV devint le roi Philippe V d'Espagne. Alors il a fallu pour en arriver là des années de traités préparatoires conclus de manière bilatérale ou multilatérale à travers toute l'Europe, et en dépit de ce travail préparatoire, dès que Philippe V est nommé, l'Europe s'enflamme contre le rapprochement des 2 superpuissances jadis ennemies, la France et l'Espagne, qui perturbaient totalement les enjeux et les équilibres géostratégiques du continent. La guerre de succession d'Espagne va dresser la France et une partie de l'Espagne déchirée contre le Saint-Empire, l'Autriche, la Prusse, l'Angleterre, le Portugal, etc. Un conflit qui va durer de 1701 à 1713, qui va épuiser le continent tant financièrement qu'humainement, puisque nous parlons d'un conflit qui a entraîné de 400 000 à 700 000 morts. Donc à bien des écarts, l'époque était à l'Espagne, avec une redécouverte en France d'œuvres du siècle d'or espagnol, qui avaient déjà été traduites à l'époque, donc dans les premières décennies du XVIIe siècle, mais qui avaient été oubliées. Je pense par exemple à la vie de Guzmán d'Alfarache, et mieux encore au Don Quichotte de Cervantes, qui avait connu déjà des versions françaises. Alors, Don Quichotte va notamment bénéficier d'une attention toute nouvelle, avec l'écriture non pas de traduction, mais de suite. Par exemple, en 1695, un 5e livre de Don Quichotte est écrit en français par Philo de Saint-Martin, qui d'ailleurs préféra terminer l'ouvrage sur la guérison du héros plutôt que sa mort, c'était sans doute plus vendeur, puis d'un 6e livre des aventures de Don Quichotte par Chasles en 1713. Donc vous voyez que vraiment il y a un filon littéraire. Mais ces versions, ces adaptations françaises se distinguaient la plupart du temps des originaux espagnols par un aspect plus français dans l'esprit, plus ironique, plus galant également, alors qu'on oubliait certains traits fondamentaux et frappants du picaro espagnol, comme cette désillusion permanente, cette amertume, cette résignation et évidemment une forme de religiosité latente. C'est donc dans ce contexte que Lesage tente de percer. Et après tant de déceptions, à l'âge de 46 ans, et simultanément d'un seul coup dans les domaines conjoints du théâtre et du roman, à quelques semaines de différence, dans l'année 1707, Lesage produit 2 grands succès. La partie dramaturgique de cette révélation va intervenir avec une courte pièce en un acte qui va être représentée le 15 mars 1707 à la Comédie Française, Crispin, rival de son maître. Alors, l'intrigue de cette comédie, joyeuse mais quelque peu cynique, n'est pas d'une grande originalité. Elle se base sur le principe bien connu du rapport maître-valet et de l'imposture du valet. Avec l'aide de ses amis, Crispin, le valet, se fait donc passer pour son maître afin de s'emparer de la dot de la fiancée de son patron. Alors, ça peut ressembler effectivement à des farces un peu bouffonnes, mais en réalité, le propos est beaucoup plus subversif qu'on pourrait s'y attendre. Car finalement, montrer que l'on peut se faire passer pour un maître quand on est un valet, c'est finalement avouer qu'il n'y a pas une grosse différence entre l'un et l'autre. Nous sommes là en pleine évolution du rapport maître-valet qui va tant occuper le théâtre français dans le courant du XVIIIe, qui est l'héritier de Molière et le précurseur de Beaumarchais. Ce premier coup d'éclat
dramaturgique va être rapidement confirmé dans le courant des mois suivants et des années suivantes par une production qui voit le jour en 1709 et qui va être à nouveau représentée sur les planches de la Comédie Française. C'est la pièce Turcaret qui est sous-titrée Le Financier. Et en fait, Le Sage va peindre dans cette nouvelle comédie, avec un réalisme satirique saisissant et une âpreté virulente, le milieu en pleine émergence à cette époque, celui des spéculateurs, des agioteurs, des financiers. Alors rappelons que le système de l'eau et tout le scandale qu'il va occasionner date des années 1716-1720. Donc là, nous sommes vraiment dans cette phase ascendante de cette classe si particulière, sociale, qui va ensuite apparaître sous son jour le plus malencontreux quelques années plus tard. Malgré tout, là nous sommes en 1709, l'œuvre va faire scandale. Un scandale presque comparable à celui qu'avait connu jadis le Tartuffe de Molière, avec simplement un changement de cible. À l'époque, il s'agissait de s'attaquer aux faux dévots. Là, désormais, c'est s'attaquer aux vrais financiers. Certains reprochèrent d'ailleurs d'avoir montré sur scène, comme jadis avec les faux dévots, des comportements peu moraux, mais le Sage répliqua en disant que c'était finalement tout l'intérêt de l'opération de créer une comédie de mœurs de ce type-là, que de montrer, de dénoncer les mauvaises mœurs sociales, avec un but évidemment censé être correctif. Il faut bien avouer aussi qu'en dépit de sa volonté de présenter un brûlot dénonciateur, le dramaturge avait réussi à conserver quand même l'aspect drôlatique de la pièce, avec des imprévus, l'imprévu des accidents, le comique de situation, la verve des dialogues, et puis le piquant des saillies, cet esprit de Le Sage qui va se manifester dans toute son œuvre. Alors comme je le disais, il y a une grande comparaison avec Tartuffe, et comme Tartuffe jadis, Turcaret va être victime d'une cabale, montée par ceux-là même qui étaient visés dans la pièce, le monde financier. Coalisés entre eux, les spéculateurs ou agiotateurs vont faire jouer leurs influences politiques et même tenter d'acheter l'auteur afin qu'il détruise sa pièce. Et on dit que leur proposition se serait montée à la folle somme de 100 000 livres tournois. Eh bien, figurez-vous, notre Breton l'est jusqu'au bout, il a la tête dure, il va refuser. Alors les agioteurs vont se tourner vers les comédiens français qui ont moins de réticence. Du moment qu'on leur paye la recette, ils sont tout à fait disposés à ne pas jouer la pièce. Ce qui va provoquer la nécessaire intervention du duc d'Orléans lui-même, qui va imposer aux comédiens français de jouer malgré tout la pièce en question. Ce sera le début des problèmes entre Le Sage et les comédiens français. Nous allons y revenir. Alors je vous disais, un Breton indépendant, fier de l'être et qui ne fait pas de concessions. Et j'en veux pour preuve une anecdote assez jolie. Avant même la première représentation de Turcaret, Le Sage fréquentait les salons mondains pour venir lire le texte de sa pièce. Et un soir, il devait se rendre en l'hôtel particulier de la duchesse de Bouillon, donc la plus haute noblesse française, qu'il avait invitée pour lire la pièce devant un cénacle de personnes choisies. Et voici que notre auteur, retenu par un imprévu, arrive avec 1 heure de retard. Alors évidemment, vous imaginez la duchesse qu'il prend à part dans le hall, qui lui fait de vertes remontrances en lui expliquant que ses invités attendent depuis plus d'1 heure. Et là-dessus, notre dramaturge la regarde, la toise et lui dit « Je vous ai fait perdre 1 heure, madame. Eh bien, puisque je vous ai déjà fait perdre 1 heure, je vais maintenant vous en faire gagner 2. » Et tournant les talons, il repartit chez lui sans avoir rien lu. Alors comme je vous l'ai dit, les relations de Le Sage avec la comédie française vont devenir peu à peu relativement râpeuses. Il faut dire que les auteurs devaient supporter bien souvent le bon ou le mauvais vouloir de la caste des comédiens qui pouvaient aller jusqu'à carrément saboter une pièce. On vient de le voir pour Turcaret, il va y avoir un autre cas, une pièce que Le Sage avait écrite en 1708 pour le théâtre français, c'était une commande, une petite comédie qui s'appelait La Tontine, qui avait été acceptée par la troupe, mais qui ne fut finalement mise en scène qu'en 1732, 24 ans après l'écriture, ce qui est quand même un record. Les comédiens français avaient par ailleurs une habitude assez mauvaise dans la rétribution des auteurs. C'est que la première série de représentations, l'auteur était intéressé aux bénéfices. Par contre, s'il y avait reprise l'année suivante ou dans le fil du temps, eh bien l'auteur ne touchait plus rien.
Ce qui était un peu embêtant parce que figurez-vous que les premières comédies de Le Sage, comme Turcaret, comme Crispin, lui avaient apporté, on le sait d'après les registres de la compagnie, entre 500 et 600 livres tournois par pièce, mais valables pour une seule série de représentations. Et quand la Comédie Française a repris dans le courant des années et pour une longue période de temps ces textes, eh bien Le Sage n'était absolument pas intéressé aux bénéfices, il n'a pas touché un fifrelin. Alors, lassé par ces cabales, ce manque de reconnaissance, les coteries qui naviguaient dans cet environnement doté de nombreux privilèges, qui était vraiment une caste, eh bien, Le Sage, qui avait besoin de voir ses pièces réellement montées pour faire vivre sa famille, décida de faire représenter ses productions dramaturgiques dans les théâtres de foire, qui étaient organisés en parallèle avec les grandes foires de la périphérie parisienne, la foire de Saint-Germain, la foire de Saint-Laurent ou de Saint-Ovide. Depuis 1705, pardon, ça c'est la Comédie Française, depuis 1705, ces théâtres de banlieue, où longtemps on avait représenté des pièces bouffonnes de commedia dell'arte, jusqu'à ce qu'on expulse les comédiens italiens en 1697, avaient commencé à faire une sérieuse concurrence à la très officielle Comédie Française, qui représentait pourtant un tout autre type de pièce avec les grands chefs-d'œuvre dramatiques. Donc il y a eu vraiment une persécution de ces lieux théâtraux par la Comédie Française, des interdictions furent prononcées de jouer tout simplement, et différentes chicaneries juridiques. On est même allé jusqu'à demander aux acteurs qui jouaient au théâtre de la Foire de jouer des pantomimes, et donc en fait on présentait sur des panneaux le texte de la pièce parce que les acteurs n'avaient pas le droit de parler. Ils pouvaient jouer mais pas parler, ce qui est quand même assez extraordinaire en termes de chicanerie administrative. Donc les acteurs, en dépit de toutes ces oppositions, c'était des forains, ils parvenaient à drainer un public de plus en plus nombreux, de plus en plus varié, qui touchait largement toutes les classes de la population, y compris l'aristocratie qui ne dédaignait pas d'aller s'encanailler dans ces théâtres de foire. Alors les pièces elles-mêmes vont évoluer aussi en fonction de la typologie des spectateurs, en gardant évidemment un côté toujours un petit peu trivial, voire licencieux. On est évidemment loin de l'atmosphère des grandes scènes parisiennes. Et c'est pour ce milieu forain qui était tant aimé par Watteau que Le Sage va se mettre à produire avec différents collaborateurs au moins une centaine de pièces, le plus souvent des comédies, en un acte et en prose, qui étaient peuplés d'Arlequin, de Gilles, de Colombine, souvent des textes promis au succès et qui témoignaient de son talent, de la facilité de son talent dans la satire des vanités, des ambitions et des passions. Depuis ses premiers succès, en effet, une pièce de Le Sage, c'était la garantie d'avoir une bonne recette. Comme en témoignent d'ailleurs les anecdotes concernant de pauvres portiers du théâtre des Foires qui étaient écrasés, décédés dans le contexte de leur fonction à cause de la foule qui se pressait contre les montants des portes. C'est vous dire effectivement l'affluence lors des pièces de Le Sage. On peut aussi se fier à un témoignage précis qui est celui de l'avocat et homme de lettres Claude Brossette, qui écrivit en 1716 à son ami le poète Jean-Baptiste Rousseau, je cite, « Les cieux Le Sage et Fuselier, que vous pouvez connaître, ont donné à louage leur esprit, et toutes les productions qui en pourront sortir pendant 2 ans, à une troupe de la Foire, moyennant 4000 livres chacun, le tout par contrat, devant notaire, en bonne et due forme. » Donc vous voyez qu'effectivement, on est sur une production abondante, mais également abondamment rémunérée, ce qui pour un auteur comme Le Sage était évidemment d'importance. Donc au total, seul ou en collaboration, alors essentiellement la collaboration avec Jacques-Philippe d'Orneval et Louis Fuselier, donc qu'on vient de citer, eh bien Le Sage écrivit, comme je le disais, une bonne centaine de ses pièces pour le théâtre de la Foire,
Les titres sont parfois du plus haut comique, ils ont été recueillis dans un ouvrage en plusieurs tomes, qui compte 11 tomes au total. Là, vous avez le tome 4 de 1724. La publication va s'échelonner au fur et à mesure du temps. Donc, vous voyez que là, ce sont les messieurs Lesage et Dorneval qui sont crédités au titre. Et les pièces ont des titres relativement savoureux du plus haut comique en eux-mêmes, comme par exemple Les Comédiens corsaires, Harlequin, roi des ogres, ou Les bottes de 7 lieues, c'est tout un programme en soi. L'Enchanteur Mirliton, et j'en passe et des meilleurs, l'opéra comique Assiégé, Le Rémouleur d'amour, etc., etc. Donc ces pièces furent réunies dans une série de volumes publiés entre 1721 et 1737, intitulé, comme on l'a vu, Le Théâtre de la Foire, et chaque volume contenait environ 8 à 10 pièces, chacune étant introduite par un frontispice gravé, comme vous avez pu le voir, mais également comportant les musiques qui accompagnaient généralement chacune de ces pièces, qui comportaient des airs chantés. Donc ce sont des volumes qui, au niveau de l'histoire dramaturgique, sont tout à fait conséquents. Et bien cette collection de volumes, de 9 volumes, est entrée au sein des meilleures bibliothèques du temps, parmi ceux qui étaient intéressés par le théâtre, comme cet exemplaire qui a appartenu à une célèbre bibliophile du temps, la comtesse de Verrue, qui avait été la maîtresse du duc de Savoie, qui a été une espionne au service de la France. Alexandre Dumas en a fait un roman qu'il a appelé La Dame de Volupté. Eh bien, la comtesse de Verrue, qui était une bibliophile fanatique, vous le voyez, avait accepté le théâtre de la foire de Lesage au sein de sa bibliothèque, l'avait fait relier à ses armes avant que les volumes 2 siècles plus tard passent dans la bibliothèque nettement plus austère d'un certain Guizot, qui n'était autre que le Premier ministre de Louis-Philippe. Passons maintenant, après cette revue très simplifiée de l'œuvre dramaturgique de Lesage, au succès de ses romans, et notamment d'un trio de romans à l'espagnol paru entre 1707 et 1738. Alors nous avons vu que l'année 1707, justement, qui avait marqué la reconnaissance, enfin, à un âge déjà avancé des talents de Lesage, s'était faite dans le théâtre, mais aussi simultanément dans le roman. Cette production narrative devait se poursuivre jusqu'à sa mort avec un retentissement varié. Avouons-le, tout dans la production romanesque de Lesage n'a pas connu de succès immédiat, de succès durable, voire de succès tout court. En revanche, d'autres ont connu un écho extrêmement favorable dès leur parution, et je voudrais centrer mon propos sur ces 3 productions majeures qui sont Le Diable boiteux, Les Aventures de Gil Blas et Le Bachelier de Salamanque, 3 œuvres dont la parution s'étale d'un bout à l'autre de la carrière de l'auteur, de 1707 à 1738. Alors commençons, si vous le voulez bien, par Le Diable boiteux. Et à la lumière de ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous comprendrez que là encore, on va retrouver cette matière espagnole qui a vraiment été le ferment de l'œuvre de Lesage. Et on ne s'étonnera donc pas de voir que dans les romans, il a procédé comme pour les pièces de théâtre en s'inspirant de la production espagnole du XVIIe siècle. En l'occurrence, pour Le Diable boiteux, eh bien, c'est un roman qui portait tout simplement le même titre en espagnol, El Diablo Cojuelo, du madrilène Luis Vallès de Guevara, qui a vécu de 1579 à 1644 et qui était un huissier de la chambre du roi Philippe IV. Il comptait parmi les plus populaires auteurs espagnols de son époque. Il a laissé 400 comédies. Et puis 3 ans avant son décès, ce roman, inspiré par un personnage du folklore castillan. Donc là, on a une édition postérieure de 1646, mais l'édition originale est de 1640. Alors pourquoi un personnage du folklore castillan? Parce qu'effectivement, ce diablotin, ce diable, qui s'appelle Asmodée, est celui qui est réputé être tombé le tout premier depuis le ciel jusqu'aux enfers, quand les anges ont été déchus. Et lui, il n'a pas eu de chance, parce qu'effectivement, il s'est écrasé sur le sol des enfers le premier, et il y a tous ses copains qui lui sont tombés dessus à la suite. Donc imaginez-vous quand même, c'est une chute
prodigieuse depuis le ciel, et en plus il reçoit l'intégralité du cortège diabolique sur les épaules. Bilan, il a été tout écrasé par cette multitude, il est resté tout contrefait, boiteux, petit, nain, bref, il n'y a pas grand-chose pour lui, ce pauvre Asmodée, et ça ne l'a pas empêché quand même d'être à la fois vif, agile, et on lui prêtait, en Espagne, l'invention des danses, de la musique et de la littérature cochonne. N'empêche qu'étant en bisbille avec les autres diablotins, il s'est retrouvé condamné à l'enfermement perpétuel dans la fiole d'un alchimiste. Et tout part de là. C'est donc à partir de cette trame que le sage va créer son roman Le Diable boiteux, dont l'action se déroule au cours d'une seule et unique nuit sombre et humide d'octobre. Un jeune étudiant, qui s'appelle Cléophas Leandro Pérez Zambulo, s'échappe par la lucarne d'une maison. Alors pensez-vous qu'il s'agit d'une histoire d'aventure ? Pas du tout, c'est une histoire de cœur. Le pauvre Cléophas fuit un rendez-vous galant qui était en train de mal tourner, car la dame de son cœur, Doña Tomasa, voulait le forcer à l'épouser. Donc l'étudiant en rupture de ban trouve refuge dans le grenier d'une maison voisine. C'est la maison d'un magicien. Et dans cette cachette obscure, ce que représente la gravure de l'édition originale de 1707 que vous voyez ici, il va découvrir un flacon, une petite fiole qui servait justement de prison à ce démon Asmodée. Il entend le diable à l'intérieur, il va briser la bouteille et là se matérialise le diablotin sous la forme d'un petit homme boiteux avec des jambes de bouc quand même, c'est le démon Asmodée. Enfin libéré de sa prison, le démon va entraîner Cléophas sur la plus haute tour de Madrid et il va utiliser ses pouvoirs pour dévoiler à son ami et libérateur les secrets de chaque foyer de la ville en soulevant par magie les toits des maisons pour révéler ce qui s'y passe. Alors, l'étudiant va découvrir ainsi tour à tour, et nous verrons dans le cours de la conférence les illustrations données au fil du temps de ces épisodes célèbres, qu'une vieille coquette se fait courtiser par deux cavaliers, caballeros, séduits par ses charmes simulés à grands coups de plâtrage, tandis que là, un vieil avare compte son or et entend au même moment dans la chambre voisine la discussion de ses futurs héritiers avec une sorcière pour connaître la date de son décès. Un peu plus loin, c'est un jeune amant qui donne un concert musical à sa belle, celle-ci se met à pleurer, il pense l'avoir émue par sa musique alors qu'en fait elle est en train de regretter l'absence de son autre amant. Et ainsi, de maison en maison, durant cette épaisse nuit d'octobre, les deux compères vont accéder aux plus noirs et aux plus honteux secrets des Madrilènes avec toute la gamme des péchés capitaux, de la luxure à la gourmandise en passant par l'envie, et cela dans des maisons nobles ou bourgeoises, mais aussi dans l'asile de fous, dans la prison et même dans une haute église remplie de mausolées. Alors ce qui est intéressant, c'est ce qu'on va retrouver dans tous les romans de Le Sage, on croise tous les milieux sociaux, aucun n'est épargné. Des grands seigneurs aux mendiants, en passant par toutes les couches intermédiaires de la bourgeoisie et de l'artisanat, toutes les professions, avec quand même un goût pour les juristes et les médecins, que manifestement Le Sage n'aimait pas trop. Mais il y a aussi des servantes, il y a des étudiants, des maquerelles, des hommes d'église, des marchands, des soldats, tout le monde y passe. Et puis évidemment, tous les intérêts, avec une représentation quand même assez sordide et assez supérieure des histoires d'argent, d'héritage et d'amour, les principaux moteurs du monde. En procédant de la sorte, le diablotin Asmodée pense ainsi payer sa dette à l'étudiant. Et c'est assez vrai parce que notre Cléophas va être décilé, va être édifié en une seule nuit sur les turpitudes de ses contemporains et sur la réalité du monde. Et voilà, tout a une fin. Au petit matin, le magicien découvre la fiole brisée, fait de fortes conjurations magiques et rapatrie en fait le pauvre Asmodée qui doit abandonner Cléophas. Je cite les dernières lignes du roman. « Il embrassa l'écolier, l'enleva et disparut à ses yeux après l'avoir transporté quand même dans sa chambre. » Donc vous avez compris que le roman, loin d'être une œuvre picaresque habituelle, tient davantage en fait du texte satirique et vise à exposer les mœurs françaises du moment et pas du tout les problèmes espagnols du XVIIe siècle. Comme dans la plupart des romans de Le Sage, l'œuvre est certes une imitation, mais totalement libre, libérée du modèle, adaptée à la société française du temps et enrichie
par une très vivante et très perspicace observation du genre humain dans ses petits et ses grands travers. Donc du coup, en dépit de reproches qui lui ont été faits parfois, le sage n'emprunte finalement au modèle espagnol Guevara que l'idée, le cadre du personnage principal, donc le diable boiteux, et tout le reste est une création originale. Voici l'édition originale de 1700, qui est un texte particulièrement rare, qui appartient ici à la Fondation Martin Bonnemer. Nous verrons tout à l'heure pourquoi ces premières éditions, d'un texte pourtant qui a connu le succès, sont devenues rares. Ça, c'est la petite histoire de la bibliophilie également. Dans ces 16 chapitres, alors 17 à partir de la deuxième édition, qui a paru peu de temps après, le merveilleux démonique, fantastique, était finalement secondaire par rapport à la sous-matière, c'est-à-dire aux 115 séquences, aux 115 épisodes, qui étaient tout un autant d'anecdotes, de tableautins, de scénettes, de portraits enchâssés au sein de l'histoire. Alors certaines histoires s'étalaient sur plusieurs chapitres, et d'autres arrivaient dans une sorte de cascade ininterrompue, avec une sorte de kaléidoscope complet. Par exemple, le chapitre 6, en quelques pages, c'est juste pour vous citer la table des matières. La table des matières, c'est chapitre 6, 2 points. Le compilateur, point virgule, la femme qui est entre un jeune homme et un vieillard, point virgule, la rare pudeur d'une veuve, le chanoine tombé en apoplexie, les deux frères malades, le palefrenier endormi, les deux sœurs coquettes et leur voisine, le charivari, l'officier du Conseil des Indes, l'imprimeur. Ça fait beaucoup quand même au sein d'un seul chapitre. Donc effectivement, cette matière défile à toute vitesse, une sorte de tourbillon à un rythme très intense. On a peine à suivre la course imposée par le diablotin, dont je vous avais dit tout à l'heure l'agilité. Et donc, au passage, on théorise, on détaille, avec une critique railleuse, une foule de types humains, puisqu'il s'agit pour le sage de montrer effectivement des types humains à son disciple. C'est donc avec ce diable boiteux que le sage va décrocher son premier et fulgurant succès romanesque. Imprimé par la veuve du libraire-éditeur Barbin, Marie Cochard, le livre sort en son échoppe, donc vous voyez, au Palais sur le perron de la Sainte-Chapelle, au mois de juin 1707. Et dans le courant des semaines et des mois suivants, les gazettes littéraires de toute l'Europe vont bruisser de comptes rendus élogieux et d'anecdotes piquantes sur la réception du roman. Comme les lecteurs s'arrachent véritablement le livre, on est obligé de donner très rapidement une nouvelle édition dans laquelle le sage retouche un petit peu la composition de ses chapitres, je le disais tout à l'heure, et là encore la demande devient tellement rapide que le journal de Verdun, qui est une gazette littéraire, dans un article de décembre 1707, indique, je cite, que deux seigneurs de la cour ont mis la main à l'épée dans la librairie Barbin elle-même pour se procurer le dernier exemplaire de la seconde édition que vous avez devant les yeux. Peut-être que c'était celui-là, je n'en sais rien. Alors il faut dire, paraît-il, que c'était une commande express de leur dame de cœur dans l'un et l'autre cas, et on savait répondre aux ordres du cœur en ce temps-là, quitte à dégainer l'épée pour se procurer un livre. Ça n'arriverait plus de nos jours. Il y a Amazon pour ça. Cela montre en tout cas que ce roman, qui était à la base plutôt prévu pour un lectorat bourgeois, était parvenu à émoustiller jusqu'aux aristocrates de la cour. Est-ce que tout le monde partageait cet engouement, cet enthousiasme pour la prose de Le Sage? Alors non. L'un des principaux dissidents se nommait Boileau. Il était alors âgé de 71 ans et le grand poète, satiriste, théoricien littéraire, chef de file de l'esprit classique, s'insurgea rapidement devant l'émergence de ce nouveau type de littérature qui mêlait de manière tout à fait rococo le réalisme bas au romanesque élevé. Pour lui, effectivement, au niveau des catégories, il y avait une sorte de michoung assez malvenu, et le succès de ce mélange des genres dépassait totalement le vieux poète. Le livre trouva pourtant, dit-on, le moyen de pénétrer jusque dans son logis, et on prétend que Boileau a failli jeter sur le pavé son laquais qui avait eu l'outrecuidance de placer le diable boiteux à son chevet. Ce qui prouve au passage que les laquais lisaient, du moins chez Boileau. Alors, une édition de roman, en ce début du XVIIIe, c'est environ 1500 à 2000 exemplaires, grosso modo. Eh bien, entre la parution de l'édition originale au mois de juin 1707 et la fin de la même année, soit en l'espace de 7 mois, ce ne sont pas moins de 9 éditions du roman Le Diable boiteux qui ont vu le jour, dont 4 officielles chez la seule veuve Barbin.
Parce qu'en effet, très rapidement, et ça c'est un autre signe du succès, plus embêtant certes pour l'auteur et son éditeur, des contrefaçons non autorisées du texte ont commencé à pulluler, sortant soit d'ateliers français, soit d'ateliers étrangers, notamment hollandais, mais également allemands ou suisses. Alors par exemple, cet exemplaire qui affiche le nom de la veuve Barbin sur sa page de titre avec la mention 3e édition, eh bien, est en fait une contrefaçon manifeste. Si vous jugez bien de la différence de la mise en page et de la qualité des caractères qui sont employés, vous constatez ici une sorte de négligence, de caractère de composition un peu bancal. Le fleuron au centre de la page est quelque chose de très simple qui est une gravure sur bois. Bref, cela sent à plein nez la contrefaçon. Dans d'autres cas, l'éditeur pirate faisait montre de moins de précautions et affichait carrément sur la page de titre une provenance qui était tout sauf parisienne. Et donc nous avons ici une édition amsterdamoise de 1711, mais qui est basée sur la seconde édition de 1707 qui a servi de modèle. Toutes ces éditions, comme je le disais tout à l'heure, sont particulièrement peu communes. En définitive, Le Diable boiteux va rapidement figurer parmi les plus grands succès de librairie du début du XVIIIe. On a les Aventures de Télémaque de Fénelon en 1699, on a les Lettres persanes en 1721, et au milieu, eh bien, on a ce phénomène éditorial qui est le roman de Le Sage avec une diffusion estimée à 15 à 20 000 exemplaires dès les premiers mois, je parle des premiers mois de son existence. Alors, à titre de comparaison, si on prend deux autres grands succès, mais qui sont cette fois-ci outre-Manche, Robinson Crusoe, qui voit le jour en 1719, dans l'année 1719, va connaître 5000 exemplaires de diffusés. Pour Gulliver en 1726, pareil, dans l'année de l'édition originale 1726, c'est 8000 exemplaires. Donc vous voyez que là, avec Le Sage, on est entre 15 et 20 000 exemplaires écoulés. Alors évidemment, tout cela faisait les affaires de Le Sage, de son éditeur, et la veuve Barbin, par exemple, pour la deuxième édition officielle du Diable, a versé à son auteur fétiche la somme de, on le sait par contrat, 50 pistoles, ce qui représentait 500 livres tournois, ce qui n'était en fait pas si mal quand on pense que pour cette édition-là, Le Sage avait simplement splitté le dernier chapitre en créant un chapitre 17 qu'il n'avait même pas écrit, il a simplement contenté de couper le chapitre en deux morceaux. Alors, comme je le disais, les premières éditions du Diable, de 1707 et suivantes, sont aujourd'hui peu communes, voire très rares. Alors surtout la toute première, on en connaît peut-être 20, 30 exemplaires, pas davantage, sur un tirage de 1500-2000. Pour une simple et bonne raison, le texte a connu une évolution majeure qui a rendu obsolète cette première version de 1707. Et donc les exemplaires ont été purement et simplement annulés au profit d'une autre édition qui voit le jour en 1726. Là, on a une édition de 1737, mais c'est la même version. Donc en fait, Le Sage, 20 ans plus tard, va vouloir poursuivre le filon et revenir sur ce succès afin d'en tirer de nouveaux profits. Il va doubler la matière première en inventant des nouvelles anecdotes, en inventant des nouveaux chapitres, perturbant totalement l'économie de base du roman, parce qu'il ne s'agit pas d'une réécriture totale, mais il a entrelardé au sein de la matière existante. Et tout le monde s'accorde pour dire, que ce soit les lecteurs du 19e ou du 20e siècle, qu'effectivement cette version est assez difficilement lisible. Pour autant, elle a connu le succès à l'époque, d'autant plus que cette édition, que vous voyez, corrigée, refondue, augmentée d'un volume par l'auteur et ornée de figures, et bien justement c'est la première édition illustrée. Certes, les éditions de 1707 et suivantes avaient un frontispice, mais là nous allons avoir tout un ensemble de gravures qui sortent du ciseau de l'artiste Dubercel qui va donner 12 planches. Alors la reprise, l'adaptation du frontispice de 1707, mais également une illustration des principaux chapitres. Donc là nous avons le moment, vous voyez sur la haute tour de l'église, que Cléophas et Asmodée sont en train de contempler la ville et les toits ont été balayés par la magie du diablotin et on assiste aux scènes à l'intérieur de chacune des maisons, des échoppes, des galetas et autres. Ici, nous avons la scène des prisons, on se croirait presque dans Piranèse, avec les cellules qui, là encore, les murs sont gommés en coupe et on accède directement à l'univers carcéral. Ici, nous avons les fous.
enfermés dans leurs cellules collectives, et la fameuse scène de l'église où Cléophas et Asmodée se trouvent sur la galerie supérieure en train de contempler ces tombeaux de seigneurs divers et variés du temps jadis et d'écouter en fait le récit de leur turpitude. Donc c'est vrai que si le contenu est moins satisfaisant, en revanche, cela se rattrape par une iconographie qui est devenue véritablement iconique, et je dois dire que les bibliophiles sont toujours très heureux de pouvoir posséder à la fois les éditions de 1707 et les éditions de 1726 et suivantes. Passons maintenant, si vous le voulez bien, au deuxième roman, qui, à vrai dire, est celui qui est resté le plus connu, l'histoire de Gil Blas de Santillane. Donc encore plus que Le Diable boiteux, c'est ce roman qui va assurer la renommée de Le Sage pendant presque 2 siècles. Là encore, de nouveau, les sources puisaient dans la littérature picaresque espagnole, mais revue et corrigée à la mode Le Sage. Peut-on d'ailleurs vraiment parler de littérature picaresque? Le personnage principal, Gil Blas, monte en fait l'échelle sociale au fur et à mesure de ses aventures, ce qui est totalement l'inverse du parcours habituel du picaro, qui lui, certes, souhaite atteindre la richesse et la noblesse, mais n'y parvient pas. Tandis que Gil Blas devient à la fois riche et noble. Il obtient ses lettres de noblesse. À la différence du Diable, ce roman est un récit à la première personne, par le héros principal, Gil Blas de Santillane, qui est né d'un écuyer et d'une femme de chambre, qui va étudier auprès d'un oncle chanoine, puis se rendre à l'université de Salamanque, mais là, son brillant destin va être passablement arrêté, abrégé, lorsque, à peine parti en cours de route, là avec la mule de son chanoine d'oncle, il va être mis au contact de brigands de grand chemin et passé en justice avec eux. Il va s'en sortir, devenir valet par nécessité et connaître en fait tous les états et les niveaux de la domesticité, ce qui va au passage lui permettre de pratiquer les classes sociales les plus variées au sein de l'État, au sein de l'Église, parmi les fripons, parmi les médecins, là on le voit avec les bandits, les médecins, les comédiens, les mondains, les petits maîtres, et passé au service d'une marquise, il progresse effectivement au fur et à mesure de ses emplois. C'est l'archevêque de Grenade qui va l'accueillir et enfin le duc de Lerme qu'il va servir en qualité de secrétaire. En parallèle, évidemment, moultes aventures amoureuses, des soubrettes, des paysannes et enfin une noble désargentée, Doña Dorothée, avec laquelle il va finalement fonder une honorable famille. Alors cette success story de Gil Blas est censée se passer entre 1610 et 1640. En fait, c'est une publication presque feuilletonesque qui va être celle de ce livre, dans la mesure où les 12 parties, les 12 livres du roman, vont être publiés en 3 fois. D'abord les livres 1 à 6 en 1714, puis les livres 7 à 9 en 1724, et les livres 10 à 12 en 1735. Donc vous voyez qu'il y a 20 ans de production pour arriver à la fin de ce roman fleuve. Alors, comment s'étonner dès lors de voir que le vieillissement du personnage, et ça c'est assez exceptionnel, le vieillissement du personnage au cours de la trame romanesque eh bien, est reflété directement du vieillissement du créateur au cours de son écriture. Le roman a presque la composition d'un triptyque, en quelque sorte, pour reprendre l'analyse de Roger Laufer, qui a été le grand spécialiste de Le Sage. Verve spirituelle et poétique dans la Genèse des 6 premiers livres, ironie fine, vigueur de la maturité dans les 3 suivants, bavardage plaisant et sentimentalité nostalgique de la vieillesse dans les 3 derniers. Et Le Sage va d'ailleurs reprendre une dernière fois son texte phare. En 1747, au seuil de la mort, il décide d'unifier la totalité de cette composition étalée sur 20 ans, pour donner une édition Ne Varietour, dernière édition revue et corrigée, qui voit le jour en 1737. Et vous aurez pu constater avec ces visuels extraits des exemplaires Bonne-Mère que Martin Bonne-Mère avait eu vraiment un goût pour ce texte, on va le voir un petit peu plus loin, et avait vraiment recueilli les étapes fondamentales, toutes les éditions originales du triptyque initial, et cette édition
conclusives de 1747, qui par ailleurs, comme on l'a vu, sont illustrées de nombreuses planches, souvent assez naïves, mais qui effectivement donnent beaucoup de cachet à ces ouvrages. Donc certains auteurs critiques du XXe siècle ont vu dans Gil Blas une forme de première tentative de comédie humaine, tant le projet impliquait un défilement de couches sociales diverses et variées, ce qui fait encore aujourd'hui l'admiration des lecteurs. C'est Jules Romain, le grand écrivain, qui dans son étude « Le sage et le roman moderne » en 1947 avait notamment dit « En écrivant Gil Blas, en dotant son œuvre des qualités qui lui assuraient un succès étendu et persistant, le sage est donc d'une part l'héritier de Matteo Alaman, de Cervantes, d'Espinel, de Quevedo et à travers eux d'Apulé, mais d'autre part, il préservait la souplesse, j'oserais dire la polyvalence indispensable à une forme d'art que devait illustrer le Balzac de la comédie humaine, le Stendhal de la Chartreuse de Parme, le Thackeray de Vanity Fair, et Zola, et Tolstoï, et main d'autres après eux. Alors là encore, pour le Gil Blas, le succès fut immédiat, fut tout de suite au rendez-vous, et de manière encore plus forte à travers les décennies. La veuve Barbin l'avait d'ailleurs bien compris, puisqu'elle alla jusqu'à verser 100 pistoles d'acompte, autrement dit 1000 livres tournois, pour la 4e partie du Gil Blas. Les comptes rendus des gazettes littéraires étaient très élogieux, comme cet article de mai 1715 envoyé de Paris à un journal d'audience européenne publié à La Haye, pour dire si c'est vraiment européen. Je cite. « Il paraît ici depuis peu un livre qui fait du bruit et qui a un grand débit. Il est intitulé « Histoire de Gil Blas » par Monsieur Le Sage, in 12, 2 volumes. L'auteur est le même qui a fait Le Diable boiteux, ce qui est déjà un préjugé en faveur de cet ouvrage. La scène est en Espagne, mais il n'est pas difficile de s'apercevoir que tout l'ouvrage est une satire sur les mœurs du temps. Les comédiennes surtout, y sont fort maltraitées. Alors on se plaint parfois de voir toujours Gil Blas, le héros, en compagnie de gueux, de laquais et de tout ce qu'il y a de plus vil parmi le peuple. Mais on convient par ailleurs que ce livre est écrit d'une manière propre à faire plaisir de lire. Donc vous voyez un compte-rendu élogieux, 1715, on est à peine à la sortie du livre. 15 ans plus tard, en 1731, c'est Jean-Jacques Rousseau lui-même qui rapporta une anecdote en lien avec Mademoiselle du Châtelet qui, je cite Rousseau, aimait les romans de Le Sage et particulièrement Gil Blas. Elle m'en parla, me le prêta, je le lus avec plaisir, mais je n'étais pas encore mûr pour ce genre de lecture. Il me fallait des romans à grand sentiment. Alors en dépit de ces échos positifs, Le Sage, une fois encore, ne put échapper aux soupçons de plagiat et c'est Voltaire, qui alors là a eu la dent particulièrement dure, a été un des plus virulents accusateurs de Le Sage, et le châtelain de Ferney assurait que le livre n'était qu'une pure et simple copie du livre de l'écrivain espagnol Vicente Gómez Martínez Espinel, mort en 1624, qui avait jadis paru sous le titre de « Vie et aventures de l'écuyer Marcos de Obregón ». On verra tout à l'heure que cette accusation a eu une grande postérité également. Mais en réalité, la critique moderne sait bien et a établi l'originalité de l'œuvre du français, tout évidemment en reconnaissant, ce que d'ailleurs Le Sage n'avait jamais dissimulé, des emprunts et des inspirations. Il faut bien voir que l'écrivain breton, dans les préfaces de ses livres, citait en général de manière tout à fait ouverte les sources espagnoles qui avaient été les siennes. Alors comme pour Robinson, on a commencé à voir fleurir des imitations de Gil Blas à travers toute l'Europe. On a fait des Gil Blas anglais, allemands, russes. Là, vous avez une version allemande berlinoise de 1779 et figurez-vous même des versions espagnoles quand un certain père José de Isla souhaita, je cite, « restituer le roman à sa patrie et à sa langue ». Juste retour des choses. Terminons cette revue, ce trio romanesque, par le dernier grand roman de Le Sage, Le Bachelier de Salamanque, en 1736. Alors, c'est le dernier roman important à succès de Le Sage. Il est sous-titré « Les mémoires de Don Chérubin de la Ronda ». Il a vu le jour en 1736 et était donné, comme je cite, tiré d'un manuscrit espagnol.
Ce qui là était pour le sage tendre le bâton pour se faire battre parce qu'on allait encore lui dire ben voilà, c'est de nouveau une œuvre espagnole et vous n'avez fait qu'en fait la traduire, ce qui évidemment est tout à fait faux. De nouveau, c'est un roman d'aventure qui va servir à la satire des mœurs dans un cadre pseudo-espagnol. Alors cette fois, ce n'est pas un valet, ce n'est pas un étudiant, c'est un précepteur. Un jeune étudiant fraîchement diplômé qui va découvrir le monde, la société, ses classes, ses strates, par un emploi de professeur à domicile. Et donc c'est précisément en direction des classes dirigeantes, surtout de l'aristocratie ou de la haute bourgeoisie, qu'il va rencontrer et faire ses classes, au sens propre d'ailleurs, en faisant cours et en apprenant au passage bien des déboires. Des parents d'élèves grossiers et méprisants, mauvais payeurs, des enfants vicieux, insupportables, mal élevés, calomniateurs dans certains cas, et tout ça s'ajoute évidemment à pas mal d'ennuis amoureux, histoire de monter en plus la sauce. Heureusement, une protectrice va finalement obtenir pour le jeune homme une mission officielle qui va l'enrichir et lui permettre de retrouver sa sœur bien-aimée qui était séparée de lui depuis l'enfance. Alors tous ces rebondissements vont s'achever sur une happy end après avoir vu défiler bien des péripéties et bien des turpitudes de la société de l'époque. Alors à l'origine, le roman était prévu pour faire un seul volume. Et effectivement, là, vous avez vu l'édition originale de 1736, et à la fin, on a la fin du troisième livre, et c'est un point final qui est posé. Et puis en réalité, 2 ans plus tard, aussi peut-être pour des raisons financières, il va donner une suite à ce roman et envoyer son don chérubin partir à la recherche de son épouse disparue aux Amériques. Ça rajoute une touche d'exotique qui était recherchée par le lectorat. Alors, comment juger la postérité de ces livres? La postérité, elle a été durable, les éditions innombrables. Et pourtant, dans les dernières années de sa vie, le sage va connaître une baisse sensible de réputation. Comme l'avait noté d'ailleurs un critique à la parution de la 3e partie du Gil Blas, je cite, « C'est toujours la même finesse et légèreté de style, mais tout n'est pas égal. On sent un auteur qui veut en finir, et par conséquent, il y a des endroits faibles. Il est fâcheux de compter si longtemps sur l'imagination. » C'est un critique de l'époque qui dit ça. Donc là, effectivement, ce déclin va marquer l'auteur et puis s'accompagner de plusieurs chagrins familiaux. Son fils aîné, Louis-André Le Sage, que son père aurait voulu voir devenir avocat, ce que lui n'avait pas pu faire, avait finalement alors carrément été en rupture de banc et choisi la carrière d'acteur sous le nom de guerre de Montmény. Alors ça avait été l'occasion d'une brouille homérique et finalement les choses s'étaient aplanies lorsque le jeune homme avait triomphé dans une pièce qui s'appelait Turcaret et qui était celle de son père. Et donc effectivement, voilà, la brebis galeuse est revenue dans le giron. Mais malheureusement, ce talent prometteur, qui était celui du fils aîné de Le Sage, va vite avoir un terme, puisqu'il va mourir lors d'un accident de chasse. Et Le Sage, très éprouvé, va quitter Paris avec sa femme, avec sa fille, pour aller habiter près du fils cadet, Julien, qui était chanoine en la cathédrale Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer, et devenu très sourd, n'ayant plus toute sa tête, avec seulement quelques instants de lucidité dans la journée, Le Sage mourut dans cette ville de Boulogne-sur-Mer le 17 novembre 1747, après avoir, dans les années 1740, donc connu une sérieuse éclipse de sa réputation. Alors, curieusement, le mouvement ne s'est pas poursuivi. Et la disparition du vieil auteur, loin d'occulter son souvenir au fur et à mesure des années, va au contraire l'aviver. Peu après sa mort, c'est le grand critique Friedrich Melchior Grimm, l'un des pontes des lettres européennes, qui va lui rendre hommage en parlant de ses romans, je cite, qui se lisent avec un plaisir singulier, car, je cite toujours, contenant une simplicité, un sel, une vérité qui frappe peut-être plus que les extravagances les plus marquées. En 1756, donc là nous sommes moins de 10 ans après la mort de Le Sage, c'est la première édition bibliophilique de ses œuvres qui va voir le jour et qui lui permet d'une certaine manière d'entrer dans le panthéon des classiques. On retrouve d'ailleurs une édition de cet exemplaire de luxe dans une bibliothèque qui est celle de Madame de Pompadour, dont le catalogue est publié en 1765
un an après sa mort. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de bibliophiles femmes ce soir. Et donc vous voyez que la grande mécène, maîtresse royale, possédait 2 éditions du Diable boiteux, l'une dans l'édition de 1737 que nous avons vue à l'écran tout à l'heure, et puis l'autre dans cette fameuse édition bibliophilique de 1756, vous voyez, reliée en maroquin bleu, une peau de qualité, et c'était un exemplaire sur papier de Hollande, donc tout à fait caractéristique des productions de luxe. En 1795, c'est l'imprimeur Didot qui va lui livrer une ample édition illustrée de Gil Blas, tirée là encore sur beau papier, avec 376 figures fournies par les meilleurs artistes du moment. Donc vous voyez qu'effectivement, il y a vraiment un engouement bibliophilique. Et en fait, si l'on fait le compte des éditions parues dans le seul courant du XVIIIe pour les 3 principaux romans de Le Sage, on atteint des chiffres tout à fait conséquents qui ont été synthétisés par Laufer, dont je reprends ici les recherches et que je vous livre. Vous voyez que pour Le Diable boiteux, entre les éditions de 1707, de 1726 et puis toutes les reprises, on atteint 51 éditions. Pour Gil Blas, on atteint 75 éditions. Donc les versions de 1715, 1735 et toutes les reprises par la suite. Le Bachelier de Salamanque, plus modestement, 12. Et si on ajoute toutes les autres éditions des autres romans de Le Sage qui ont eu moins de succès, au total, la production romanesque tout compris de Le Sage entre 1707 et 1800, 1799, c'est 191 éditions. C'est colossal. Alors ces chiffres, pour importants qu'ils soient, ne constituent pour autant que la partie émergée de l'iceberg, les prémices d'un succès qui va encore monter au siècle suivant. À ce moment-là, à partir du XIXe siècle, Le Sage est devenu un véritable classique français et même un classique européen, avec un lectorat très large, qui va de l'aristocratie aux couches populaires, en passant par les bibliophiles et les bourgeois petits et grands. Cette demande, les éditeurs, les illustrateurs, les commentateurs se déclaraient prêts à la satisfaire de toutes les manières possibles en fonction des goûts et des bourses. Dans les si belles productions illustrées de l'époque romantique, le nom de Le Sage s'est taillé à plusieurs reprises une part de lion. Ainsi, en 1835, la parution du Gil Blas, illustrée par 600 vignettes de Jean Gigou, marqua, pour reprendre les termes d'un historien du livre, je cite, une révolution dans l'illustration des livres, notamment grâce à l'utilisation d'une technique anglaise, celle de la gravure sur bois debout. Alors, cette édition magnifique, qui est vraiment un des classiques du livre illustré romantique, alternait des planches de bois in et hors texte et ressuscitait l'Espagne du siècle d'or qui fleurait bon le style de cape et d'épée qui était alors très en vogue. Ce volume in quarto, épais, a connu des traductions, là encore, dans différents idiomes européens. Et là, vous avez un exemplaire qui provient de la bibliothèque du grand frère de Martin Bonnemer, Hans Conrad, dont j'ai retrouvé le tampon ex-libris sur la page de titre. C'est donc une version allemande de cette édition illustrée par Gigou. Et vous voyez qu'effectivement, on est passé à la gothique allemande, mais nous sommes toujours dans les années 1830-1840. Le Diable boiteux, de son côté, a bénéficié des mêmes attentions, avec une édition donnée par Ernest Bourbin en 1840. Alors, il a demandé à l'homme de lettres et bibliophile Jules Janin d'écrire une présentation de l'œuvre et de l'auteur, et il a eu recours pour l'illustration au service du célèbre dessinateur Tony Joanneau, un des grands noms du dessin romantique, qui s'est associé au graveur Bréviaire. Au final, ce joli volume qui s'ouvre sur un frontispice tiré sur chine représentant le Diable boiteux et de 140 vignettes in-texte est un grand succès, là encore, du livre illustré romantique. Alors, le livre avait paru sous forme de feuilleton, sous forme de livraison, 33 livraisons, et devant son succès, il fut réimprimé en 1842 et en 1845 avec quelques petites différences de mise en page. Notamment, vous voyez que ce qui était au départ la vignette, l'embrassade du diable et de l'étudiant, a été remplacé par leur course fantastique, non pas sur un balai, là il est accroché au manteau du diablotin et il est en train de survoler Madrid.
on y retrouve les mêmes bois par ailleurs dans une disposition un peu différente. Et je vous parlais tout à l'heure de la vieille belle qui essayait de séduire en se plâtrant le visage. Et donc vous la voyez ici en plein rendez-vous galant. Alors d'autres éditions plus érudites se sont elles distinguées non par l'illustration mais par les commentaires. Et là, vous avez par exemple une illustration de ce fait avec l'édition Jouot de 1868. Alors Jouot était le patron de la librairie des bibliophiles, ça dit bien ce que ça veut dire. Et donc il avait commandé cette édition dans la collection des romans classiques du XVIIIe, édition tirée à petit nombre. Vous voyez, 320 exemplaires numérotés qui étaient déclinés sur les papiers de luxe, papier Verger, Wattmann, papier de Chine ou même 2 exemplaires sur parchemin, tous numérotés. Ces éditions d'amateurs, qu'elles soient illustrées ou commentées, entraient dans les meilleures bibliothèques du temps, aux côtés des éditions originales que nous avons déjà vues tout à l'heure. Par exemple, les exemplaires Bonne Mère du Gil Blas sont reliés par 2 très talentueux ateliers parisiens de l'époque. En voici les reliures. Donc vous avez le Gil Blas de 1714, 25, 35 en reliure de maroquin rouge sorti de l'atelier de Joly et en maroquin Havane, l'édition des variétours définitive de 1747 qui est dans ce qu'on appelle une reliure à la du seuil, donc avec ce double encadrement des plats sur les plats, avec des fleurons 17e tout à fait extraordinaires, et ça sort du plus grand atelier du Second Empire, qui est celui de Trotz-Bozonnet, qui fait encore frémir d'envie tous les bibliophiles. Mais au-delà de ces éditions de luxe, il y avait aussi des éditions plus modestes. C'est par exemple cette édition stéréotypée. Alors, stéréotypée, c'est un procédé de production et d'impression qui permettait des économies d'échelle, développées principalement par les frères Didot. Et nous avons ici une édition de 1808 du Bachelier de Salamanque, sans illustration, qui était vraiment l'ouvrage qu'on pouvait trouver chez un petit bourgeois avide de lecture. Dans les années 1860, c'est un nouveau Gil Blas qui va sortir, une adaptation pour adolescents. Et là, ce sont les éditions Hachette qui vont décider effectivement de se lancer dans la révélation des textes de Gil Blas gentiment épurés pour enlever les côtés un petit peu trop sordides ou galants. Et ces rééditions de Gil Blas pour la jeunesse vont se poursuivre à des dizaines de milliers d'exemplaires jusqu'au XXe siècle. En fait, quand on fait une simple recherche dans le catalogue de la Bibliothèque nationale de France, pour connaître les éditions de Le Sage, entre 1800 et 1900, on fait ressortir plus de 300 résultats. Et quand on va chercher du côté de l'impact dans les lettres et dans l'imaginaire collectif des lettres, quand un grand périodique littéraire, éditeur des naturalistes notamment, chercha un titre, c'est encore Gil Blas qu'on convoqua et qu'on sortit du chapeau comme une sorte d'oriflamme ralliant tout le monde des lettres. On a lu dans ces colonnes, c'est un journal qui a vu le jour en 1879, qui a duré jusqu'en 1939, Maupassant, Zola, Barbey d'Aurevilly, Jules Renard, vous avez 2 extraits ici de son Poil de carotte, Mirbeau, Léon Bloy, ils ont tous publié dans le Gil Blas. Et quelle avait été l'idée du fondateur du journal, Auguste Dumont, en choisissant ce titre, je cite, « Il nous a paru simple et logique de prendre ce héros pour titre d'un journal, qui se veut gai sans trivialité, vrai sans cynisme, frondeur sans méchanceté, humain, français, par la variété et le goût, et vivant. » Quel meilleur hommage rendu au héros de Le Sage. Donc si le grand public adhérait tout au long du XIXe et lisait Le Sage avec plaisir, il se trouvait également bien peu de noms, de grands noms parmi les lettres européennes pour ne pas lancer des fleurs au Breton et à son œuvre. Stendhal écrivait à sa petite sœur Pauline en lui affirmant « Le tableau le plus ressemblant de la nature humaine, telle qu'elle est au XVIIIe siècle en France, est encore le bon vieux Gil Blas de Le Sage. Réfléchis sur cet excellent ouvrage. » Balzac, de son côté, parlait du même livre comme d'un chef-d'œuvre, un terme repris exactement de la même manière, Kunstwerk, en 1822, sous la plume de Goethe, lorsqu'il donna une préface à une édition allemande du roman de Le Sage. Et toujours outre-Rhin, Nietzsche, qu'on n'attendait peut-être pas comme lecteur d'un roman de ce type,
déclara pourtant « Je ne me lasse pas de relire Gil Blas. Je respire plus librement. Aucune sentimentalité, aucune rhétorique comme chez Shakespeare. » Alors, outre-Pyrénées, par contre, l'ambiance était un peu différente. Et pas mal de pseudo-érudits au XIXe ont voulu prouver, pour des raisons patriotiques, à tout prix les usurpations prétendues de Lesage et récupérer une gloire prétendument usurpée. Un certain Lorente se fendit d'une longue étude au début du XIXe pour prouver les plagiats de Lesage. La France se devait de répliquer. Et c'est un membre de l'Académie française qui lut en 1818 devant l'Auguste Assemblée une réplique démontant point par point les assertions espagnoles pour faire triompher l'originalité de l'auteur français. Il reprit et signa ce texte en tête d'une édition des œuvres complètes de Lesage qui apparut en 1819. Alors quand je dis « lu » et « signa », c'est qu'il s'agissait bien de cela, et seulement de cela. L'honorable académicien comte François de Neufchâteau avait en fait délégué et sous-traité les recherches et l'écriture de cette argumentation à un tout jeune débutant de 16 ans dont on devait encore entendre parler pas mal. Il se nommait Victor Hugo. C'est la première œuvre de Victor Hugo et le texte a vu le jour à la fois en tête de l'édition et puis également un certain nombre d'exemplaires tirés à part, extrêmement rares. Là, vous en avez un, je n'ai pas pu trouver mieux pour ma collection, il est assez roussi, mais il vient de la bibliothèque du docteur Lucien Gros, qui était un grand bibliophile et qui a été un grand résistant mort en camp de concentration. Et donc, voilà, j'avais été heureux de mettre la main sur cet exemplaire malgré son défaut de rousseur. Alors, venons-en à la conclusion, pour se demander que reste-t-il aujourd'hui de ces succès de librairie du temps jadis? Peut-être moins, voire assez peu de choses, il est vrai. Les éditions s'en sont bien poursuivies au XXe siècle, mais pour des publics plus restreints, souvent des amateurs d'éditions illustrées, comme ce Diable boiteux de 1936, paru chez Grund à Paris, plus ou moins réussi. Ce Gil Blas de 1929, destiné plutôt aux enfants, c'est la grande série des ouvrages illustrés, il y a eu des séries sur Louis XIV, les personnages historiques, etc., ou cet exemplaire d'une édition à petit tirage pour bibliophiles, avec des illustrations de Gradaci de 1948 pour le Gil Blas. Ces trois exemples parmi une foultitude d'autres, mais encore une fois des ouvrages essentiellement destinés à un public choisi. La critique du XXe siècle, en fait, était passée par là et n'a souvent pas fait dans le détail, comme cette chercheuse cuistre des années 1960, qui asséna à un moment donné, je cite, « Lesage est un mauvais romancier. Fermez le banc. » En réalité, Lesage doit être pris pour ce qu'il est, c'est-à-dire une étape importante, cruciale, dans l'évolution du genre romanesque français, avec les qualités et aussi les défauts de son temps. Mais comme l'a bien résumé Laufer, que j'ai déjà cité, Lesage demeure le grand écrivain de la Renaissance, un maître du rococo. Alors, ce succès durable montre qu'il n'a pas été enfermé à une seule et même époque, puisqu'il a ressuscité à intervalles réguliers. Comment expliquer en fait cette proximité intemporelle de ces personnages? Eh bien, peut-être que l'explication a été donnée par le grand critique Francisque Sarcey, qui vivait à la fin du XIXe siècle. Je cite, « Gil Blas a ce grand mérite, c'est que le commun des hommes peut s'y reconnaître, comme dans un miroir. » Alors, je vous invite à vous faire votre propre avis sur la question, à lire cet auteur si vous ne l'avez pas déjà fait. Le fait même que l'on puisse encore se procurer chez Payot le Gil Blas ou le Diable boiteux près de 3 siècles après, plus de 3 siècles après leur première parution, témoigne, je crois, d'un feu toujours vivace, celui d'un Breton, auteur de best-sellers du XVIIIe siècle. Je vous remercie.